Bonsoir à toutes et tous. Je suis bien heureux d'être avec vous ce soir et de prendre le relais après mon collègue Louis Baron pour la suite de cette cérémonie. En tant que vice-recteur à la vie académique, c'est avec un immense plaisir que je remets les prix de la relève étudiante et de la meilleure thèse. Comme le mentionnait notre rectrice, la reconnaissance est une valeur importante pour notre établissement. Et je salue l'initiative des prix du mérite qui nous permettent de souligner les efforts constants de nos étudiantes et étudiants. L'éducation étant le socle de notre société, il m'apparaît d'autant plus important d'encourager la réussite et la persévérance de la relève qui formera les professionnels de demain. Souligner l'excellence est important, certes, mais ce soir, nous reconnaissons également l'engagement dans la vie universitaire. Cette implication sociale, preuve d'ouverture aux autres, témoignage d'empathie et de prise de conscience de la valeur du bien collectif, est des plus inspirantes pour notre communauté. Je félicite les lauréates et lauréats pour leurs dossiers académiques exemplaires et leur participation active à la vie ukamienne. Récompenser les étudiantes et étudiants qui se sont illustrés par la qualité de leur parcours académique, leur réalisation ou encore par leur implication au sein de la vie universitaire, voilà l'esprit qui anime le prix de la relève étudiante. Permettez-moi de prendre un moment pour vous présenter le parcours respectif de nos 3 lauréates et lauréats. Charlotte Mouron a joint les rangs de l'UQAM en 2019 pour entreprendre un baccalauréat en psychologie et elle connaît déjà un parcours couronné de succès. Récipiendaire d'une bourse Guy Maribel pour l'excellence de son dossier académique, nommée à 2 reprises dans le palmarès de la doyenne de la Faculté des sciences humaines, Charlotte Mouron dédie autant d'énergie à ses études qu'à ses implications sociales. En plus d'être coordonnatrice de recherche pour le laboratoire créatif sur la fin de vie, elle s'est ardemment engagée dans J'accompagne Covid-19, un projet de recherche-création participatif sur le deuil, ainsi que dans la réalisation d'un court-métrage intitulé « Les naufragés », qui porte également sur le deuil et les disparus. Polyvalente, allumée, brillante, sensible, curieuse, ambitieuse, dotée d'une grande vitalité d'esprit, ce sont quelques-uns des qualificatifs qui reviennent dans son dossier de candidature. Au 2e cycle, nous retrouvons Mélanie Côté-Cyr, qui a récemment obtenu sa maîtrise en chimie et qui poursuit maintenant ses études au doctorat en biochimie avec nous. Nommée à 4 reprises sur la liste d'excellence du doyen de la Faculté des sciences et lauréate de la médaille académique d'argent du gouverneur général, Mélanie se démarque par sa rigueur scientifique, son immense potentiel en recherche et sa créativité remarquable. En phase avec les valeurs de l'UQAM, elle croit profondément à l'importance de l'accessibilité de l'éducation et dans le cadre de son implication au sein de l'association étudiante du secteur des sciences, elle a participé à la création d'un fonds d'aide pour les parents étudiants durant la pandémie. Enfin, au 3e cycle, Alexandre Poulazan, doctorant en chimie, se joindra à nous en Zoom directement des États-Unis, de la Floride plus précisément, où il participe à un congrès. Malgré son jeune âge, Alexandre connaît déjà un rayonnement international grâce à son audace, son esprit innovant et sa curiosité intellectuelle insatiable. Constamment en quête de nouvelles méthodes et de nouvelles découvertes, et n'hésite jamais à s'impliquer auprès de ses pairs, à partager ses connaissances et à relever de nouveaux défis. Rigoureux et passionné, il compte déjà des publications scientifiques à son actif et ses contributions à son champ d'expertise sont déjà remarquées. Ces étudiants de la relève seront également accompagnés sur scène de Ximena Zotig, lauréate du prix de la meilleure thèse, une récompense qui vise, vous l'aurez compris, à souligner une thèse tout à fait exceptionnelle. Également diplômée du doctorat en biochimie et récipiendaire de nombreuses distinctions prestigieuses, Ximena Zotig nous impressionne par sa grande capacité à mener des travaux d'envergure, ainsi que par l'originalité et la pertinence de ses recherches, dont les résultats contribuent déjà à l'avancement de sa discipline. Sa thèse se démarque non seulement par la portée scientifique et technologique de ses résultats, mais également par sa clarté et ses qualités linguistiques et rédactionnelles. J'invite donc Charlotte Mouron, Mélanie Côté-Cyr et Ximena Zotig à monter sur scène et nous accueillerons Alexandre Poulazan virtuellement.
Applaudissons chaleureusement nos lauréats. Alors, Monsieur Poulazan, je vais commencer par vous. Nous sommes heureux que vous ayez pu vous joindre à nous ce soir, malgré la distance. Vous participez présentement à un congrès international dédié à la résonance magnétique nucléaire expérimentale en Floride. Vous y présentez donc vos travaux de recherche, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Bonsoir Monsieur Plot, bonsoir à tous. Je suis navré, vraiment, je vous présente mes excuses de ne pas être là ce soir malheureusement. Oui, tout à fait, donc je présente mes travaux de doctorat actuellement. J'ai eu la chance de présenter il y a 2 jours par un exposé oral mes derniers résultats. Et donc c'est bien ça, j'ai la chance d'être à l'étranger, un peu au soleil, mais je suis vraiment encore une fois désolé de ne pas être avec vous ce soir. Ça aurait été un grand honneur, mais ça reste quand même un grand honneur et très impressionnant d'être avec vous ce soir. Vous ne manquez rien à Montréal, il pleut, je peux vous en informer. Donc, malgré votre statut de jeune chercheur, vous êtes déjà un habitué des congrès internationaux. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que c'est important pour les chercheurs de participer à de tels événements? Dans mon domaine, qui est un domaine qui est finalement comparé à d'autres domaines de la biochimie assez petit, on a tout de même des groupes de recherche partout dans le monde, et d'échanger toujours avec tous ces groupes, c'est toujours un plaisir, et c'est surtout l'occasion d'initier par exemple des collaborations, mais aussi d'avoir des retours toujours très intéressants. Oh, pardon, oui. Oui, la Floride vous a, comment dire, interrompu pendant un instant. Oh pardon. Non, nous avons manqué votre dernière phrase, si vous voulez vous répéter. Oui, je vais essayer de me répéter ou de Juste votre dernière phrase. Oui, donc je disais que les critiques positives ou négatives des groupes, des autres groupes... Coupe encore une fois. Alors, je pense que nous avons compris, désolé, la connexion vous trahit, mais nous comprenons tous la situation. N'ayez aucun souci. Alors, Madame Charlotte Mouron, je vais maintenant m'adresser à vous. Vous avez maintenu pendant vos études une moyenne cumulative au baccalauréat de 4,3, c'est-à-dire une note parfaite. Vous vous êtes impliqué dans le projet J'accompagne Covid-19. Vous réalisez présentement un court-métrage sur le deuil pandémique. Vous avez œuvré comme bénévole au comité environnement du département de psychologie et vous avez présidé le comité psy-écologie. Qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer avec autant d'énergie, tant sur le plan social que sur le plan des études? Où trouvez-vous votre énergie? Oui, c'est une bonne question. Je crois que quand j'y réfléchis, je sens que ce qui m'anime, c'est l'espérance qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire mieux. Donc, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à croire qu'on peut construire un monde plus juste, plus en santé, plus en harmonie avec notre planète, un monde dans lequel on peut rêver un lendemain. Parce que quand je parle à des gens proches de moi ces temps-ci, j'entends souvent que c'est difficile de rêver un lendemain dans ce monde-là qui confronte des enjeux qui nous paraissent très alarmants, comme par exemple les changements climatiques, c'est un exemple. Puis pour moi, l'espoir, ça vient avec l'action. L'action, pour espérer, pour concrétiser, il faut se mettre en action, il faut être témoin d'action. Et c'est un moteur de changement, un moteur d'impact. C'est une manière pour moi de contribuer à ces causes-là qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Puis, puisque ces enjeux-là me paraissent d'une importance considérable, je ressens vraiment une urgence d'agir. Et ces implications-là me permettent d'acquérir des compétences, des connaissances, puis un réseau avec qui continuer, un réseau qui m'inspire. C'est comme ça qu'on garde espoir, puis qu'on peut avancer. Vous réalisez en ce moment un court-métrage sur le deuil pandémique. Pouvez-vous nous dire comment est né ce projet et en quoi il consiste? Oui, le projet du film est né au moment où les vaccins arrivaient. Je suis avec des personnes qui travaillent beaucoup sur les vaccins en ce moment, mais ça arrivait, puis je sentais que le sujet de la COVID était
progressivement évacuer des discours dans un empressement de revenir à une vie normale, qui est très comprenable. Mais je travaillais depuis quelque temps avec des gens qui ont vécu des deuils dans les premières vagues de la pandémie, dans le projet de Mélanie Vachon. Puis, les personnes endeuillées nous disent « le deuil en contexte de pandémie, c'est pas un deuil comme les autres ». Ils en parlent comme une histoire trouée, comme des moments d'accompagnement qui leur ont été volés auprès de leurs proches. Puis même si chaque deuil est unique et singulier là, à la personne qui le vit, il ressort des témoignages recueillis un besoin de reconnaissance. Parce que, oui, les personnes, les défunts, nous ont quittés dans des circonstances troubles, seuls parfois, puis dans un certain anonymat dû aux statistiques médiatisées de la pandémie. Aujourd'hui, on avait encore 22 décès. Mais les personnes endeuillées ont également été forcées à un anonymat dans leur deuil. Elles n'ont pas pu prendre les gens qu'elles aiment dans leurs bras, n'ont pas pu pleurer ensemble, n'ont pas pu ritualiser dans les mois qui ont suivi. Puis, pourtant, dans les rituels du deuil, il y a une reconnaissance sociale qui est fondamentale. Tu existes quand tu te racontes, le regard de l'autre permet de reconnaître ta peine. Donc, dans cette mise en récit, à travers le film, entre autres, on met les morceaux ensemble, on crée de la cohérence, on crée du sens, puis ça nous permet d'intégrer notre expérience. Puis de cette manière-là, on peut continuer notre chemin. Donc, le film s'inscrit dans un devoir de mémoire pour ne jamais oublier ce qui s'est passé, ne pas oublier ceux qui nous ont quittés, mais c'est aussi dans une volonté de valider l'expérience du deuil, puis de reconnaître, de rendre hommage à la très grande résilience des personnes endeuillées. Oui. Ce sont effectivement des thèmes fort importants sur des souvenirs difficiles de moments que nous avons traversés comme société, en effet. Merci. Merci à vous. Alors, je me tourne vers Mélanie Côté-Cyr. Madame Côté-Cyr, vous avez un dossier académique exemplaire. Vous vous impliquez au sein de l'association étudiante du secteur des sciences, où vous avez contribué à créer un fonds d'aide aux parents étudiants pendant la pandémie. Pourquoi c'est important pour vous, cet engagement dans la vie universitaire? Merci pour la question. D'un côté, cet engagement-là dans la ESS, pour moi, ça m'apporte beaucoup. Ça me permet premièrement d'interagir avec beaucoup de personnes qui sont dans d'autres domaines des sciences, donc d'élargir un peu ma vision de ce que c'est les sciences. Puis, moi, je travaille avec ce qui est très petit, des atomes, des bactéries, des molécules, donc ça me sort un petit peu de mon monde littéralement vraiment petit, puis ça me permet de voir un peu les enjeux sociaux et environnementaux qui nous entourent. Puis, d'un autre côté, je pense qu'on voit souvent les scientifiques puis la science comme étant quelque chose d'un peu inaccessible. On le voit beaucoup en ce moment avec la mésinformation sur la crise environnementale, par exemple, la pandémie de la COVID-19 et les vaccins en général, qu'on a travaillé un petit peu dessus. Puis je pense que le devoir des scientifiques, c'est de rendre la science accessible à tous. Puis, c'est pour ça que j'aime beaucoup interagir avec les personnes du secondaire, les personnes du primaire, leur montrer que la science, c'est vraiment pour tout le monde. Puis, sinon, la création du fonds d'aide pour les parents étudiants, c'était un mouvement, un pas vers rendre la science et les études en général accessibles, ce que je trouve vraiment important. Puis, sinon, juste s'impliquer dans l'association étudiante pour créer un environnement sécuritaire et agréable d'études pour les personnes qui sont en sciences ou dans d'autres facultés. Je pense que ça peut beaucoup contribuer à la réussite académique, puis aussi à étendre la vision des sciences que les gens ont, comme l'association le fait pour ma propre vision des sciences. Donc, vous voulez que la science reste ancrée dans le monde qui nous entoure, qu'elle reste en prise sur les enjeux contemporains. Exact, mais surtout très accessible. Alors, le professeur Steve Bourgault vous qualifie de scientifique émergente, dotée d'un immense potentiel en recherche, d'une curiosité exceptionnelle et d'une créativité remarquable. Ce soir, vous recevez le prix du mérite Relève étudiante. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette marque de reconnaissance, et comment est-ce que vous entrevoyez la suite de votre parcours? Premièrement, merci à Steve pour ses bons commentaires et merci pour sa confiance aussi
qu'il m'accorde au laboratoire. Steve dit que je suis curieuse et c'est ce qui m'accroche le plus. Je sais que c'est vrai. C'est aussi un de mes plus grands moteurs en recherche. Pour moi, quand je fais de la science, je suis un peu comme une enfant émerveillée. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Puis, je suis juste là à me poser des questions puis avoir envie d'y répondre. Puis, c'est pour ça que je fais ça. Puis, si en même temps je peux fournir des modèles à d'autres personnes pour faire de même, c'est tant mieux. Puis le prix du mérite, pour moi, ça représente un peu une tape dans le dos. Tu es dans la bonne direction, continue comme ça pour toi, puis pour les autres qui vont venir après toi. On en entend de plus en plus parler qu'il manque de modèles féminins en sciences. Moi, j'ai eu une très grande chance d'avoir un modèle et une mentor extraordinaire, Ximena, qui est présente ici, qui a été un modèle extraordinaire pour moi durant ma maîtrise, qui m'a toujours poussée à me dépasser puis à pousser ma réflexion plus loin. Puis je suis vraiment reconnaissante pour ça et je suis consciente que c'est pas tout le monde qui a eu la chance que j'ai eue. Donc, pour moi, la suite, c'est juste de continuer de me poser des questions, d'essayer de répondre à ces questions-là, puis de saisir toutes les opportunités que j'ai d'apprendre, puis de voir le plus de choses possible. Puis, j'y vais vraiment un jour à la fois. Ça me passionne vraiment ce que je fais. Puis, si au passage, en suivant ma passion, je peux inspirer d'autres femmes à faire de même, puis redonner ce que Ximena m'a donné, je pense que je vais être vraiment heureuse. C'est un beau témoignage, merci. Mais justement, je vais me tourner vers Ximena Zoettig. Alors, vous êtes lauréate, Madame Zoettig, de nombreuses distinctions prestigieuses, dont le prix Michel Auger et la bourse postdoctorale Banting. Vous êtes membre du Cercle d'excellence de l'Université du Québec et vous voilà maintenant sur les bancs de la UMass Chan Medical School aux États-Unis. Parlez-nous de votre parcours et de ce qui vous a mené à une telle réussite. D'abord, merci. Je pense qu'au niveau de mon parcours, un des éléments qui a été les plus importants, c'est mon environnement. J'ai été chanceuse d'avoir un environnement, en fait, un entourage qui m'a extrêmement soutenue. D'abord, j'ai eu des collègues qui ont été fantastiques, qui m'ont encouragée autant au niveau scientifique qu'au niveau personnel. Puis Mélanie est un exemple. Ici, on était collègues pendant une très bonne partie de mon doctorat. Et il est une scientifique extraordinaire. J'ai aussi eu la chance d'avoir un directeur qui a été très bienveillant puis qui m'a soutenue pendant mon long parcours au doctorat. Et je pense sincèrement que l'environnement en recherche est très important, puis c'est ça qui nous permet, en tant que jeunes chercheurs, de rester au labo aussi longtemps, parce que les journées sont souvent très longues. Un autre des éléments, je pense, qui a été très important pour ma réussite, c'est les subventions. Donc, j'ai été chanceuse d'être dans un labo qui était très bien subventionné. Et ça, en fait, ça nous laisse une très belle liberté en sciences, en recherche, en fait, puis ça nous permet d'avoir des projets qui sont un petit peu plus risqués, puis plus créatifs. Puis pour ça, en fait, je tiens à remercier Denis, qui était mon co-directeur, qui est très bon pour aller décrocher des très belles subventions. Et en fait, c'est grâce au fait que le labo, il y avait des très bonnes subventions, que j'ai eu une formation au doctorat en microscopie électronique. Et c'est ça qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, donc en postdoctorat dans un labo qui fait de la microscopie électronique cryogénique, qui est une technique qui est très peu accessible au Québec et même au Canada. Et le labo où je suis, c'est un pionnier. Le labo, il est pionnier dans la recherche en microscopie électronique et je me sens très chanceuse d'être là. Et en fait, je pense que dans mon parcours, j'ai été très chanceuse et ma réussite est plutôt un travail d'équipe. Et j'ai évidemment aussi eu une famille qui m'a soutenue pendant tout mon parcours, pendant mes choix et qui continue à le faire encore aujourd'hui. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir? Quelles sont vos aspirations après ces C'est une bonne question. Remarquables. Je me pose encore tout le temps cette question-là, puis je dois vous dire que je ne le sais pas encore. Je pense que pour l'instant, je veux continuer à faire de la recherche. J'adore la science, puis je veux profiter de mon postdoc parce que je pense que c'est le moment culminant dans scientifique souvent. Et je me sens très chanceuse d'être dans un laboratoire entouré des scientifiques qui sont reconnus au niveau mondial où j'ai accès de manière presque illimitée à des ressources. Et
Donc, je me sens très contente pour ça. Puis, un autre point que Mélanie, en fait, a soulevé, c'est en sciences, on a souvent très peu de modèles féminins. Puis j'espère pouvoir en être un. Puis maintenant, pendant mon postdoc, je fais beaucoup d'informatique puis beaucoup de biophysique. Puis dans ce domaine-là, on le voit vraiment beaucoup, qu'il y a très peu de modèles féminins. J'espère pouvoir inspirer des femmes à aller dans des sciences, surtout dans tout ce qui est un peu plus, souvent moins, un domaine qui est moins touché par les femmes, tout ce qui est informatique, mathématiques et biophysique. En effet, merci. Alors, je vous pose maintenant aux quatre une question un peu apparentée. J'aimerais savoir comment est-ce que l'UQAM a marqué votre parcours à chacun et chacune. Et je commencerai avec vous, Mélanie, qui avez fait votre baccalauréat, votre maîtrise et maintenant votre doctorat dans notre université. Qu'est-ce que l'UQAM vous apporte? C'est une question assez vaste. Au départ, j'ai été attirée à l'UQAM pour faire mon baccalauréat parce qu'on m'avait dit que les cohortes en sciences étaient assez petites, donc ça faisait que les professeurs étaient plus disponibles et plus accessibles. Et réellement, c'est ce qui est arrivé durant mon baccalauréat. J'ai beaucoup aimé ça. Après, à la maîtrise et au doctorat, les cycles supérieurs en général, c'est assez différent, la dynamique est différente. Quelque chose que je trouve cool à l'UQAM pour la maîtrise et le doctorat en sciences, c'est que on a accès à plusieurs plateformes à l'UQAM où il y a des appareils qui peuvent nous permettre de faire nos analyses, mais aussi les professeurs sont très ouverts à des collaborations à l'intérieur de l'université ou à l'extérieur de l'université. Comme on est à Montréal, on a accès à beaucoup d'autres expertises en ville même. Sinon, j'ai remarqué beaucoup depuis la fin de ma maîtrise. J'ai déposé récemment mon mémoire, fait des demandes d'admission au doctorat. C'est des processus un peu complexes. Puis la direction de programme a été vraiment présente pour moi, l'agente de gestion des études. Puis je suis vraiment reconnaissante pour ça. J'ai vraiment le sentiment à l'UQAM que les professeurs et la direction de mon programme sont présents pour moi puis veulent m'aider à naviguer un petit peu à travers les étapes importantes des cycles supérieurs. Et pour vous, Charlotte, quel a été l'effet UQAM dans votre parcours au bac en psychologie? Oui, je pense que de mon côté, avec les causes un peu qui me tiennent vraiment à cœur, l'UQAM a été le bon choix d'université par sa vocation sociale. Donc, déjà, à l'échelle plus systémique, on a cette orientation sociale, mais ça se reflète dans l'offre de cours en psychologie dans le département qui est un des rares au Canada à offrir, entre autres, un programme doctoral en psychologie communautaire. Puis moi, pour ma part, au baccalauréat, la psychologie communautaire m'a encouragée à conjuguer des approches participatives, systémiques, aux soucis pour la santé mentale des individus. Dans la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé, qui est dirigée par Jeannie Hull, on valorise vraiment une approche de croisement des savoirs par souci d'équité, pour renforcer le pouvoir d'agir des individus, des communautés. Puis ça, c'est un bagage particulier que j'acquiers grâce à l'orientation communautaire et sociale de l'UQAM. Puis je dirais aussi que l'effet UQAM, comme vous le nommez, me provient aussi de mes rencontres avec des professeurs, des étudiants mobilisés par les préoccupations sociales. C'est incarné dans la manière d'enseigner de certains et certaines professeurs, comme Mélanie Vachon, Jeannie Hull, dont j'ai parlé, qui ont été des rencontres très significatives et précieuses dans mon cheminement. Elles prônent vraiment une approche pédagogique plus partenariale, horizontale avec leurs étudiants. Puis ça soutient une intégration des apprentissages réellement différentes. Puis c'est d'une grande richesse dans un parcours académique. Merci, Charlotte. Alors, Ximena, je vous lance la même question. Qu'est-ce que l'UQAM a été pour vous? Je pense qu'au tout début de mon doctorat, la raison pour laquelle j'ai choisi l'UQAM, c'était les côtés sociaux aussi. Je pense que la vie académique est très active et intéressante. Je dois dire que les côtés militants des associations étudiantes m'interpellaient beaucoup aussi. Puis je pense que la place que les étudiants étudiants et étudiantes peuvent avoir autant au niveau des comités que des instances, est très importante et c'est particulier chez l'UQAM et je trouve ça vraiment beau.
Et également, pendant mon doctorat, le décanat et la faculté m'a beaucoup aidée. Je dois dire que je me suis impliquée beaucoup au niveau des associations étudiantes et j'ai eu affaire au doyen à maintes reprises et il m'a toujours fait sentir qu'il y avait de l'empathie envers les causes étudiantes puis qu'il essayait de son mieux de nous soutenir. Encore un point que je trouve vraiment intéressant à l'UQAM. Et aussi, au niveau personnel, j'ai eu du support autant de la part du doyen que de la vice-doyenne à la recherche pour mes applications dans mes bourses. Autant écrire des lettres ou simplement m'aider dans des démarches. Donc, je pense que l'accessibilité aux profs et aux facultés est vraiment, vraiment bien. Oui, un beau témoignage. Alors, Alexandre, vous aurez le mot de la fin. Pour votre part, vous avez fait votre premier cycle et votre deuxième cycle en Europe. Et j'aimerais savoir, alors, qu'est-ce qui vous a amené au Québec et plus spécialement à l'UQAM? Merci pour cette question. J'espère d'abord que la connexion sera meilleure cette fois-ci. Je demandais à mes voisins d'arrêter d'utiliser Internet, ça devrait fonctionner. Oui. Mais j'aimerais juste rebondir et d'abord juste témoigner sur le fait que toutes les interviews qu'on a eues des autres récipiendaires juste avant, c'était vraiment impressionnant, c'est des interventions très fortes. Et j'ai aussi la chance de connaître Mélanie et Zimina déjà d'avant. Donc tout ça, ça fait que cette communauté UQAM, pour moi, était très accueillante en tant qu'étudiant étranger. Et je me range aussi de leur côté pour l'intégration des femmes dans les sciences, qui est pour moi, je le trouve aussi très important, et aussi pour ma directrice, Isabelle Marcotte, qui devrait être dans l'Assemblée. Je ne peux pas la pointer du doigt physiquement, mais elle devrait être là. Mais oui, donc mon parcours d'abord en Europe et d'ailleurs en France, ça a été l'équivalent d'une maîtrise et d'un diplôme d'ingénieur à Paris. Et c'est lors d'un cours d'1h30 où j'ai eu une introduction à la technique de résonance magnétique nucléaire avec Dror Warshawski, mon co-superviseur, que j'ai trouvé une personne tout à fait incroyable, inspirante. Donc je lui ai demandé d'abord un stage court de 1 ou 2 mois. Et il m'a ainsi dit, je dois partir au Québec, ça va être compliqué pour un stage, ça va être très difficile. Je lui ai dit, je fais mon passeport et je vous suis dans cette aventure à Montréal. Et donc Dror venait visiter professeur Marcotte et c'est ainsi que j'ai fait mon premier stage équivalent de maîtrise. Suite à ça, la professeure Marcotte voulait me garder pour la maîtrise. Je n'en ai fait qu'à ma tête et je suis parti en Australie pendant quelques mois. Avant de revenir, je l'avais promis, pour mon doctorat au Québec et donc à l'Université du Québec à Montréal. Et pourquoi justement l'UQAM, ça a été un peu fortuit au départ, mais tout à fait voulu et confirmé lorsque je suis revenu pour mon doctorat, parce que les autres témoignages le rapportent aussi. C'est une histoire de... Tout est relié, on est... avec le leitmotiv de l'université, on est le centre de tout, mais c'est un centre qui communique énormément. Il y a beaucoup de flux entre les gens. Je connais bien Mélanie et Zimina qui sont dans le bureau à côté, mais on échange énormément, que ce soit simplement lors d'un repas ou en sciences. On a l'occasion de leur emprunter des appareils de temps en temps. Mais ça a toujours été un plaisir pour moi d'être à l'UQAM. Des gens, autant l'administration que les professeurs, sont très ouverts aux questions, aux interrogations et très accueillants pour un étudiant étranger comme je suis. Donc ça a été un honneur de travailler pour tous ces professeurs, pour l'UQAM et voilà, c'était très inspirant. Merci. Merci Alexandre et merci à tous les 4 pour vos témoignages. Et bien encore une fois, j'invite tout le monde à vous féliciter pour ce prix de la relève.